Des hautes personnalités du monde politique et économique du continent et d'ailleurs ont la parole dans Exclusif. Ils parlent de leurs actions, dévoilent leurs projets et visions entre interviews et décryptage des grands enjeux africains. Pour son premier numéro, Exclusif reçoit pour vous Léon Juste Ibombo, ministre congolais des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique. Avec lui, nous allons parler de la situation au sein de la société Sopeco, une société sous tutelle, mais aussi de son action pour booster les secteurs numériques en plein essor en Afrique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Exclusif. Monsieur Léon Juste Ibombo, je disais tout à l'heure, vous êtes ministre congolais de Postes, Télécommunications et de l'économie numérique. Bienvenue dans Exclusif. Merci pour l'invitation. Alors, nous allons parler avec vous des questions concernant votre département ministériel, mais commençons avec la situation au sein de la société Sopeco. Vous l'avez suivi le 11 décembre dernier. Les syndicalistes sont passés dans le média pour annoncer une entrée en grève générale et illimitée. Que se passe-t-il au sein de la Sopeco? Écoutez, la Sopeco, il faut d'abord revenir à la genèse, parce que la Sopeco n'est pas née ex nihilo. La Sopeco est née des cendres de l'ex-ONPT qui a été scindé en Sotelco et puis en Sopeco. Donc c'est une société qui est née, on va dire, avec beaucoup de passifs et l'ambition du président de la République, déclinée dans le projet de gouvernement que nous sommes en train de mettre en œuvre, c'est d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Donc pour nous, il s'agit de chercher à ressusciter la Sopeco, surtout que la Sopeco a perdu, on va dire, le nerf de la Sopeco, les chèques postaux, parce qu'aujourd'hui, la banque postale a été créée et c'est la banque postale qui gère maintenant tout ce qui était du ressort de la Sopeco, de la Poste, c'est-à-dire les chèques postaux. On en parlera dans cette émission. On va en parler. Donc, la situation de la Sopeco, la grève, je dirais d'emblée, c'est une grève qui est illégale. Parce que lorsque l'on lance un avis de grève, il y a quand même le droit de travail qu'on doit respecter. Et les syndicalistes qui ont lancé cet avis de grève n'ont pas respecté les prérequis du droit du travail. Et cela ne vient pas de moi, ça vient de la direction départementale du travail. Ce qui est pour eux totalement faux. Ils ont répété avoir initié des démarches et que vous avez rompu les dialogues. Mais non, on n'a pas rompu les dialogues, d'autant plus que je l'ai toujours dit depuis que je suis ministre en charge des postes, des télécommunications et de l'économie numérique, les portes de notre cabinet sont toujours ouvertes. Elles n'ont jamais cessé d'être ouvertes, elles ne seront jamais fermées. D'autant plus que c'est une prescription du chef de l'État qui demande à ce qu'on puisse maintenir ce qu'on appelle le dialogue social. Donc on n'a jamais fermé la porte. Mais le problème, c'est que je reçois un courrier pour me dire que demain les gens vont aller en grève. Je dis, c'est pas normal, je descends sur place. La preuve que cette grève est illégale. Aujourd'hui, vous allez dans tous les bureaux de la Sopeco, les bureaux sont ouverts. Pourquoi les bureaux sont ouverts? Parce que justement, il y a des travailleurs qui sont désolidarisés de ceux qui ont appelé à cette grève. Pourquoi? Pour demander d'abord quoi? Alors justement, parlons des revendications. Ils réclament 12 mois d'impayés des salaires, mais également des griefs contre vous, parce que vous procédez à des nominations des personnes répondant directement de votre famille, une sorte de népotisme. Écoutez, la directrice générale de la Sopeco a été nommée en conseil de ministres. Ça veut dire que la directrice générale est membre de votre famille? Non, je vous dis. La directrice générale de la Sopeco a été nommée en degré en conseil de ministres. Le président du comité de direction de la Sopeco, qui n'est pas de ma famille, M. Jean-Joseph Paka, a été nommé au même moment que la directrice générale de la Sopeco en conseil de ministres. Paka n'est pas de ma famille. Je vous le dirai, c'est de l'instrumentalisation. Alors, il parle également de recrutement illicite. Mais quel recrutement? Qui a le pouvoir de recruter au niveau de la Sopeco? C'est ça la question. Au niveau des postes de direction, c'est moi, en tant que ministre de tutelle, qui a les prérogatives, d'après les statuts même de la Sopeco, de nommer. C'est le ministre de tutelle qui a les prérogatives. Ce n'est pas moi qui ai créé les statuts de la Sopeco. Bon, on va parler de népotisme par rapport à quoi? La personne qui dirige la Sopeco a été nommée par décret, je dis bien, du président de la République, qui a les prérogatives, d'après la Constitution, de nommer aux hautes fonctions.
Alors, bon, donc on va dire que le président de la République a fait du népotisme. Ah non. Alors pourquoi vous avez procédé à la mise en chômage technique de certains cadres? Non. Lorsque il y a des agents instrumentalisés, je pèse bien mes mots, qui appellent à des grèves intempestives sans, on va dire, motivation réelle. Évidemment, j'ai instruit personnellement la direction générale de la SOPECO de prendre ses responsabilités et que je suivrai personnellement parce qu'il est inadmissible que des agents appellent d'autres agents à gréver tout en les empêchant justement de leurs droits. Parce alors que, ça c'est pas du... vous n'êtes pas revanchard. Écoutez, moi je suis la ministre, je ne peux pas être revanchard, c'est pas possible. Lorsque vous voulez gréver, mais c'est de votre droit. Si vous voulez gréver, vous ne voulez pas travailler, d'accord. Mais vous ne pouvez pas empêcher les autres de ne pas travailler. Alors, parlons de... Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? Eux, ils ont appelé à la grève, les autres n'ont pas suivi, et ils ont mis les cadenas pour bloquer l'outil de travail des autres. Non, c'est inadmissible. Et le lendemain, vous êtes passé pour enlever les cadenas. Oui, mais pas que en tant que M. Ibombo, non. Un, en tant que ministre de tutelle. Deux, la direction départementale du travail a été saisie, a dit, et même, je puis vous dire, nous avons eu une réunion en amont avec les représentants des syndicats, c'est-à-dire que le représentant de la CC, M. Mongo, de la COSILA, que je crois, et Feuzy Postel, on s'est réunis, ils ont dit non, on ne peut pas appeler à la grève de cette manière. Il y a quand même... Parce que la grève, c'est quoi? On va dire c'est l'arme ultime pour les travailleurs pour se faire entendre. Mais la porte de mon cabinet n'a jamais été fermée. Ni même, je pense, la porte de la direction générale. Mais les gens qui ont appelé, la preuve, si la grève était vraiment une aspiration, on va dire, de tous les travailleurs, ouais. Mais pourquoi est-ce qu'il y a d'autres travailleurs qui continuent à travailler, qui sont désolidarisés? Parce que cette grève, c'est une grève qui a été instrumentalisée à notre sens. Et nous pesons bien nos mots. C'est une grève qui a été instrumentalisée par des gens qui ne veulent pas faire évoluer la SOPECO. Entre autres, ils demandent par exemple la nomination des cadres de la SOPECO à des fonctions. Bon, les prérogatives, les statuts de la SOPECO me donnent à moi en tant que ministre de tutelle la prérogative de nommer à ces fonctions. Mais aujourd'hui, pour nommer, il faut d'abord regarder le profil. Le profil, voilà. Et deux, aujourd'hui la SOPECO, ce n'est pas la SOPECO d'hier, ce qu'on disait j'étais en Bongo. Parce que l'économie numérique, la révolution du digital, est venue justement pour, on va dire, bouleverser. Ce n'est pas que la SOPECO, c'est toutes les postes du monde alors, qui se trouvent impactés par la révolution du digital. Oui, donc, pour nommer des gens à des hautes fonctions, il faut que ce soient des personnes qui soient qualifiées. Et de deux, vous savez, nous avons pu, après la naissance de la SOPECO en 2003, on a mis en place pour la première fois le comité de direction de la SOPECO. Ça c'est vrai. Après 6 ans. C'est-à-dire que la SOPECO, depuis des années, naviguait à vue, sans budget, sans orientation. Naviguer à vue. C'est nous qui avons mis en place le comité de direction. Nous avons fait nommer en conseil de ministres, je précise bien, ce n'est pas une note du ministre, mais en conseil de ministres, le président du comité de direction de la SOPECO et la directrice générale. Le comité de direction de la SOPECO a pris des orientations. À la SOPECO, il y avait 13 directions centrales. Je pèse bien mes mots, 13 directions centrales. Mais c'est tout à fait normal parce que dans le temps, la SOPECO gérait et les CCP, la SOPECO, il y avait encore le courrier. Mais aujourd'hui, la donne a changé. La donne a changé. Qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant, c'est même ça. Maintenant, nous avons mis en place 4 directions centrales. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Moi, je vous rappelle, vous l'avez d'ailleurs dit, les chiffres sont connus. Il vous faut près de 70 millions de francs CFA par mois pour payer régulièrement les agents. On sait la situation de la trésorerie au niveau de l'État, dont les subventions ne viennent toujours pas. Mais en cela, la SOPECO a quand même des endroits où il peut faire entrer de l'argent. Je veux vous parler de la situation de contrat avec la société Siccar qui fait donc louer vos installations avec de MoneyGram sans faire leur publicité. Alors, est-ce que là, il n'y a pas quand même des niches pour faire entrer de l'argent? Je vous parlais, comme on dit, le Premier ministre nous demande toujours de parler sans langue de bois. Exactement. Pour informer l'opinion, pour informer aussi les travailleurs de la SOPECO. Vous savez,
Les subventions de la Sopeco, avant, c'était 1 milliard. Nous sommes descendus aujourd'hui à 125 millions par an, la subvention de l'État. Nous ne devons qu'utiliser dans les 125 millions, 105 millions engagés. Dans les 105 millions, c'est par an. La masse salariale de la Sopeco, pratiquement 67 millions, on va dire 70 millions. Ouais. Bon, comment est-ce que vous allez trouver le gap? Voilà pourquoi est-ce que nous avons justement instruit la direction générale de la Sopeco de trouver des partenariats. Parce que ce sont ces partenariats qui feront qu'on crée la valeur ajoutée pour nous permettre d'être autonomes. Lorsque par mois, parce que si vous avez par exemple 105 millions par an, l'année ça fait 12 mois, donc vous prenez pratiquement par mois, vous prenez combien? 10 millions. Exactement. Mais le gap qui va le combler. Et lorsque les opérations financières s'effectuent avec, par exemple, vous avez parlé de MoneyGram à travers le super agent Siccar Finance, mais ce n'est pas l'argent de la Sopeco. La Sopeco ne prend que des commissions. Et comment expliquer que ces commissions ne sont que 10% de ce que gagne Siccar? Lorsque quelqu'un vient, par exemple, au niveau des bureaux de poste, pour envoyer, par exemple, en Europe ou en Amérique ou en Asie, 1 million, la Sopeco ne prend que des commissions. L'argent, ce n'est pas l'argent de la Sopeco. Ce sont ces commissions qui nous permettent justement de pouvoir assurer le minimum de la Sopeco. Parce que le grand partenariat que nous avons, c'est au niveau de Siccar Finance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous sommes arrivés dans le département, nous nous sommes rendus compte que Siccar Finance, à travers ce qui est super agent MoneyGram, on a libéralisé le secteur. Si la Sopeco n'effectue pas des transactions MoneyGram, il y a d'autres opérateurs que je n'ai pas besoin de citer aujourd'hui qui vont effectuer ces opérations. Mais lorsque ces autres opérateurs effectuent ces opérations, les commissions ne vont pas à la Sopeco, vont chez ces opérateurs. Donc nous, notre première ambition, c'était de vouloir étendre d'abord le réseau de la Sopeco. D'où l'ouverture récemment. D'où l'ouverture des postes. Voilà. Parce que à notre actif, on peut quand même dire, hier on a ouvert Mosaka. Mosaka qui ne connaissait plus ce qu'on appelle les transactions financières. Mais on a ouvert Mosaka et les populations de Mosaka sont enchantées de voir qu'aujourd'hui, il y a même un doyen qui a dit, il y a quelques années, nous on commandait les habits par la Redoute. Justement, à travers justement le bureau postal. Donc, on a réouvert Mosaka, mais pas seulement Mosaka. On a commencé à Madingu, on a fait Madingu, on a fait Ngo, on a fait Makwa, on a fait Abala, on a fait Muyonzi, et aujourd'hui, on est à Mosaka. 6 bureaux de poste. Parce qu'on s'est dit, Siccar Finance, la commission est de combien? 10%, selon nos informations. 10%. Écoutez, au lieu de nous reverser 10% de commission, moi, en tant que ministre de tutelle, je dis, écoutez, on va continuer à étendre le réseau, on crée de la richesse, on crée de la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on crée de l'emploi dans la localité, parce que lorsqu'on ouvre un bureau de poste, on crée de la richesse, on crée de la valeur ajoutée, on rebooste l'économie, parce qu'il y a des échanges financiers qui se déroulent au niveau de la localité. J'ai dit, au lieu de me reverser les 10%, écoutez, on va regarder, je prends un exemple comme ça, je dis, bon, d'habitude vous me payez en commission 10 millions par mois, je dis, écoutez, payez-moi en commission 5 millions, mais on étend notre réseau. La Poste, c'était 111 bureaux de poste, pratiquement dans tous les chefs-lieux de district. Aujourd'hui, nous sommes à 43 bureaux. Et si on ne le fait pas, Siccar Finance, MoneyGram ira ailleurs parce qu'on a libéralisé le secteur. La preuve, ce n'est pas pour faire la publicité, on va dire, Mahoney fait des transferts d'argent. Chardon Ferrel fait des transferts d'argent. Donc, si les travailleurs de la Sopeco ne font pas les transferts d'argent, mais les gens iront à Mahoney. Mais parce qu'aujourd'hui, on a libéralisé le secteur. Donc, il faut qu'il y ait d'abord ce qu'on appelle le changement du logiciel mental. Le problème qui se pose au niveau de la Sopeco, c'est que les agents de la Sopeco croient encore que ce sont des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, ils doivent avoir de l'argent sans pour autant produire. Alors que, je vais terminer là-dessus sur ce point, et c'est très important, la Sopeco est une entreprise du portefeuille public. Exactement. Ce qui veut dire que c'est la Sopeco qui doit rapporter de l'argent dans les caisses de l'État. Et non l'État subventionner la Sopeco. Alors, qu'en est-il de la situation avec la société de banque postale qui a été créée, dont jusqu'à présent, la Sopeco, vous avez parlé de CCP tout à l'heure, qui étaient les moyens de la Sopeco, mais transmis à la société. Et depuis sa création, on attend les dividendes qui n'arrivent toujours pas. C'est une réalité têtue. Voilà. Nous avons même fait un coup de gueule pour dire que nous allons présenter en Conseil des ministres un projet pour enlever Postal
à la Banque postale? Parce qu'elle ne nous accompagne pas. Parce que depuis que la Banque postale a été mise en place, nous, en tant que Sopeco, on a 20% du capital de la Banque postale. Évidemment. Mais d'après... Selon d'ailleurs certains non, on a 20%. C'était amoindri même. On a 20%, oui, mais d'après les termes du contrat, la Banque postale ne peut renumérer ou la Sopeco que si jamais elle fait des bénéfices. Comme depuis lors, elle ne fait pas de bénéfices, donc la Sopeco ne reçoit rien de la... Je dis bien, rien de la Banque postale. D'accord. Alors maintenant, on va parler d'un autre secteur sous votre direction. Il s'agit bien de l'économie numérique. Ça, je rappelle, nous sommes le 9 mars 2018 lors d'un atelier de restitution sur la stratégie nationale de développement de l'économie numérique. Et vous avez d'ailleurs lancé un plan 2018-2022. Et dans ces plans-là, vous parlez de favoriser un accès équitable, notamment, je cite, un accès équitable aux services numériques pour tous les Congolais. Alors, depuis que vous êtes dans ces secteurs, on parle bien évidemment de faire de ces secteurs le levier de l'économie congolaise. Actuellement, qu'en est-il de ces secteurs? Écoutez, nous nous sommes accrochés à la vision du chef de l'État. Parce que le président de la République, dans son engagement, dans ses engagements, et parmi ses engagements, ces 6 axes prioritaires, il a fait de l'économie numérique un axe stratégique. Arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. C'est l'axe 5 de son engagement présidentiel, son contrat social. Donc, lorsque nous sommes arrivés, nous avons on a tout fait pour matérialiser cette ambition. Parce que les gens, des fois, ils ne comprennent pas. Pour qu'on puisse parler de l'économie numérique, il faut la base de l'économie numérique. La base, c'est l'infrastructure. Exactement. La fibre optique, on l'a. On l'a vulgarisé, parce que les Congolais se disaient que le Congo n'était pas interconnecté avec le réseau large bande. Non seulement on l'a vulgarisé, on l'a diversifié. Parce que nous avons aujourd'hui dans notre pays 2 projets au niveau du déploiement de la fibre optique. On a ce qu'on appelle le projet de couverture nationale en télécommunication, le PCN, qui est fait par les grands travaux à travers Congo Télécom. Aujourd'hui, on a le point d'atterrage de la fibre optique à Matombi. Avec le projet CAP. Non, Matombi, ça c'est le PCN, au large de Pointe-Noire. Et la fibre est déployée avec un réseau backbone jusqu'à Ouesso. Mais à côté, on a mis en place ce qu'on appelle un projet Central African Backbone qui nous permet d'être interconnectés avec les autres pays de la sous-région pour avoir ce qu'on appelle les redondances. Parce que la fibre optique, en fait, c'est une route. Mais aujourd'hui, si vous avez une route qui est cassée, alors les gens ne pourront pas circuler. Et qu'est-ce qu'on a fait à travers le projet Central African Backbone, qui est la vision, l'ambition des chefs d'État, du président Denis Sassou Nguesso, c'est d'avoir ce qu'on appelle des routes de contournement qui nous permettent, lorsque nous avons des embouteillages où la route est bouchée par ici, on peut avoir des capacités de l'autre côté. Il vous souviendra que nous avons connu, il y a quelques mois, le câble qui a été sectionné au large de Pointe-Noire. Le Congo a connu plus ou moins un blackout. Heureusement qu'on a une sortie avec la RDC, avec Kinshasa, à travers un câble sous-fluvial, mais qui ne donne pas assez de capacité. Donc, nous avons mis en place ce qu'on appelle le réseau Central African Backbone, et nous avons interconnecté le Congo avec le Gabon. Aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser dans le cadre du même projet, mais avec la Banque africaine de développement, interconnecter le Congo avec la RCA et le Cameroun. Ce qui fera que nous aurons plusieurs routes. Mais vous savez, lorsque vous avez plusieurs offres, évidemment, les prix vont faire quoi? Vont baisser. Et on ne connaîtra plus le problème. Donc, la stratégie que nous avons bâtie, justement, c'est pour matérialiser l'ambition du président. Elle est simple. C'est une stratégie bâtie sur 3 piliers. Le e-citoyen, le e-gouv et le e-business. E-citoyen, ça veut dire quoi? Tous les contenus numériques pour les citoyens, pour faciliter la vie, avec l'interface avec l'administration. Demain, nous étions à Mosaka, on a mis en place, on a réouvert le bureau de Mosaka après 2003, 15 ans exactement. Et à côté, on a mis ce qu'on appelle un centre multimédia. Donc demain, dans le cadre du e-citoyen, les citoyens congolais, pour avoir un acte d'état civil, une pièce d'identité, un passeport, n'auront plus besoin de se déplacer à travers un portail numérique. Ils pourront effectuer ces opérations. C'est le e-citoyen. Tous les contenus. Le e-gouv, c'est mettre en place des contenus qui vont faire en sorte que notre administration soit interconnectée. Voilà. On aura un portail gouvernemental. Nous avons déjà finalisé le portail du gouvernement, gouvernement.cg. C'est-à-dire qu'il y aura toutes les informations du gouvernement en temps réel. Nous avons fini le projet. La maquette a été présentée et nous attendons seulement la validation du Premier ministre justement pour que
cette maquette, ce portail soit opérationnel. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le e-business. Parce que la poste aujourd'hui, vous savez, il y a ce qu'on appelle le commerce électronique. Aujourd'hui, si vous achetez quelque chose à travers les plateformes, Amazon, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Hein. Et Market, au Congo, on a même des plateformes. Mais il faut que le produit que vous achetez dans les plateformes numériques arrive chez vous. Mais qui va vous ramener le produit? C'est le citoyen. Et il faut qu'il ait quelqu'un, justement, une entreprise. Ouais. La Poste interviendra justement pour ramener ce produit. Alors, donc c'est le e-business. Et de l'autre côté, je vais terminer là-dessus. Oui. Je vais terminer. De l'autre côté, il faut des lois qui puissent encadrer tout ce secteur. Et nous avons déjà étudié en conseil de cabinet un ensemble de textes de loi sur la protection des données à caractère personnel. Parce que lorsqu'on est en face avec l'économie numérique, il faut qu'on puisse protéger le citoyen dans cet espace, le citoyen congolais. Il y a la loi, la protection des données à caractère personnel. Il y a la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité. Nous voyons tout ce que ça fait comme dégâts. Les gens qui usent votre identité, il y a la pornographie infantile. Et il y a la loi sur les transactions électroniques. Parce que lorsque vous achetez avec votre carte bancaire, mais il faut que vous soyez sûr que l'opération que vous êtes en train d'effectuer, vous pourrez avoir des recours auprès des juridictions. Donc il y a ces ensembles de lois. Et à côté de ça, il faut qu'on arrive à mettre en place ce qu'on appelle un organe de proue. L'organe qui va pouvoir, on va dire, gérer l'ensemble de ces textes. C'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information que nous allons mettre en place justement, qui va être l'organe de proue justement pour pouvoir gérer et préserver les intérêts des citoyens. Je vous ai laissé, parce que c'était très important, il fallait dévoiler votre vision. Mais alors, le sceptique vous diront, vous allez un peu trop vite, parce que l'essentiel, ce n'est pas d'avoir tout ça, mais il faut que les gens qui vont utiliser cela soient des gens aussi numérisés, excusez-moi le terme. On reproche aux Congolais de ne pas trop être en contact avec le numérique, mais entre-temps, les projets vont très vite. Est-ce que vous avez un volet, la formation notamment, sur ces secteurs-là? Bon, j'ai dit tantôt, on peut tout reprocher au Congo, mais on ne peut pas reprocher au chef de l'État d'avoir la vision et aujourd'hui de la mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous avons 2 opérateurs qui offrent la 4G. Vous savez, ce sont des technologies de nouvelle génération qui permettent à ce qu'on puisse lire des vidéos, envoyer des données, télécharger des fichiers à une vitesse accélérée. C'est ça l'économie numérique. La pénétration de la téléphonie mobile dans notre pays, elle est près de 104%. Et nous savons que nous avons non seulement un fort taux de pénétration de la téléphonie mobile, mais aussi que les Congolais utilisent à travers la téléphonie mobile l'Internet. Et aujourd'hui, on a pu disponibiliser pour les citoyens congolais 2 opérateurs qui offrent des services très haut débit, c'est-à-dire la 4G. La 4G. Et voilà qui nous envoie d'ailleurs de parler de ces secteurs de la télécommunication. Cette année a été quand même mouvementée. On ne va pas revenir sur des prix d'Internet qui ont été revus à la hausse. Mais on peut se dire que après cet épisode-là, quels sont les efforts faits par vous pour garantir l'accès, ce que vous avez dit, équitable à ces services, notamment à Internet, à un prix qui favorise tous les Congolais d'ailleurs. Nous avons à notre actif quelque chose, je vais dire, c'était le cadeau du président de la République aux populations congolaises, surtout aux jeunes. Parce que le président de la République, justement dans son axe gouvernemental, il a demandé à ce que les jeunes puissent s'insérer dans l'économie numérique. Aujourd'hui, nous voyons par exemple des jeunes mettre en place des plateformes et devenir du jour au lendemain des milliardaires. C'est l'économie numérique. Au niveau du Congo, nous avons démocratisé la fibre optique. Lorsque vous longez le boulevard Denis Sassou Nguesso, vous arrivez vers Congo Télécom, vous voyez, il y a des voitures, il y a plein de jeunes. Parce qu'on a mis ce qu'on appelle des points hotspot, l'Internet haut débit gratuit pour les citoyens. On l'a fait à Kombo, à l'esplanade de Kombo. Il y a plein de jeunes qui sont là, gratuits. Bon, on ne peut pas dire que non, mais l'Internet soit un luxe au Congo. Non, puisqu'on a démocratisé cela. Vous allez à la Corniche. Vous voyez le long, il y a plein de jeunes qui ont souvent des tablettes, des smartphones, mais parce qu'on a mis des points gratuits pour être connectés. Et ce n'est pas dans tous les pays qu'on a ces connexions gratuites. C'est le président, justement, qui a voulu offrir aux jeunes pour impliquer les jeunes à rentrer dans le cadre de l'économie numérique. Parce que c'est quoi? L'économie numérique, c'est quoi? L'économie numérique, c'est comme vous avez construit une belle autoroute. Mais lorsque vous avez construit une belle autoroute, l'État fait quoi? Il faut que je fasse une réglementation. Parce qu'il y a des gens qui vont conduire peut-être à 160, 170. Allez, l'État met ce qu'on appelle des panneaux pour limiter la vitesse.
Mais est-ce que l'État va seulement mettre des panneaux pour limiter la vitesse? Non. L'État va dire il y a plusieurs utilisateurs, je vais mettre ce qu'on appelle des péages. C'est-à-dire que les véhicules utilitaires, les gros, les grumiers, vous payez tant, vous payez tant. Voilà. Maintenant, les véhicules, c'est qui? Ce sont les citoyens congolais. C'est justement les jeunes qui doivent maintenant s'insérer dans ce secteur pour mettre en place ce qu'on appelle des plateformes, des applications. Il faut que ces jeunes viennent avec des applications. Il y a plein de jeunes que j'ai reçus. On a organisé des hackathons justement pour, par exemple, il y a un jeune que j'ai reçu qui a mis en place, dans le cadre d'un hackathon que nous avons organisé avec le Fonds pour l'agriculture, c'est-à-dire la FAO, il a mis en place une plateforme qui va pouvoir interconnecter les agriculteurs, les transporteurs et les vendeurs. Voilà. Et demain, il peut devenir milliardaire du jour au lendemain. Mais Facebook, Zuckerberg, il a fait où? Dans sa chambre d'étudiant. Voilà, donc c'est ça l'économie numérique. Et l'économie numérique, c'est aussi la valeur ajoutée que ça rapporte. La valeur ajoutée dans quel sens? Aujourd'hui, nous avons fait approuver au niveau du gouvernement et au Parlement, nous remercions, je profite pour remercier les parlementaires, surtout la Commission économie et finances des deux chambres, on a mis en place ce qu'on appelle un hub digital pour avoir la traçabilité de toutes les transactions qui se font à travers le M-Banking ou le mobile money. On n'avait pas ces outils. Mais aujourd'hui, nous avons ces outils. C'est ça l'économie numérique. C'est ça l'économie numérique. On a mis en place, dans le cadre de la loi des finances, ce qu'on appelle le timbre fiscal, qui va permettre à ce qu'on puisse sauver aussi la SOPECO, parce que à travers, dans la clé de répartition, il y a quand même des moyens qui vont dévoluer à la SOPECO. On a mis en place ce qu'on appelle le fonds d'accès pour le service universel des communications électroniques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque un opérateur, je prends un exemple, on en a deux majeurs dans notre pays, MTN et RTL. Lorsqu'ils viennent signer, ils ne sont pas obligés d'aller interconnecter une zone qui a moins de 3000 habitants. Mais l'État a le devoir d'offrir les mêmes services. Voilà pourquoi nous sommes partis à Mosaka, ouvrir le bureau de poste de Mosaka. L'État a l'obligation d'offrir le même service à ceux qui sont en ville qu'à ceux qui sont à l'intérieur. Comment on va faire? Nous, on a dit, bon, écoutez, la loi nous le permet, c'est la loi 2009, mais aussi les textes de la communauté de la CEMAC nous le permettent. On a dit, on va mettre en place ce fonds. Depuis 2009, il n'a jamais été mis. On a mis en place un fonds qui nous permettra justement de ponctionner 1% du chiffre d'affaires des opérateurs. On dit aux opérateurs, vous pouvez pas aller là-bas parce qu'il y a 1000 habitants, il y a 500 habitants. Mais nous, en tant que gouvernement, on a le droit d'offrir le même service à ces personnes. Vous, on va prendre un peu de votre argent, on va installer les réseaux là-bas et vous aurez l'obligation de vous interconnecter, de vous connecter à ces réseaux. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Voilà l'économie numérique que nous voulons vulgariser. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire, c'est la feuille de route, parce que le président a dit arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Ça veut dire que l'économie de notre pays, l'économie numérique doit booster notre économie. Vous savez, on a ce qu'on appelle la diversification de notre économie. Aujourd'hui, on ne peut rien faire. Dites-moi un peu, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sans Internet? Rien de tout. Ben voilà. Alors, une autre question, c'est aussi la communication à travers les téléphonies mobiles également. Ouais. Là également, les Congolais se plaignent de la qualité. Et souvent, on voit les ministères, et vous, notamment le ministre, comme étant impuissants devant les sociétés dont vous avez cité, MTN et RTL, qui, vous le savez, depuis longtemps, courent derrière des avertissements de l'ARPCE, mais jusqu'aujourd'hui, les qualités ou la qualité des appels ne sont toujours pas au rendez-vous. Écoutez, on a libéralisé le secteur, on a mis en place des organes. Il y a justement, vous avez cité, juste au propos, hein, l'agence de régulation des postes et des communications électroniques, c'est-à-dire que l'RPCE, qui est le régulateur, qui est là pour réguler le secteur, pour voir si les opérateurs respectent leur cahier de charge. Et lorsque les opérateurs ne respectent pas leur cahier de charge, justement, nous, en tant que ministère de tutelle, nous demandons à l'RPC de regarder et nous enjoignons les opérateurs de respecter leur cahier de charge. Le travail se fait. On peut le dire, mais le Congo n'est pas le plus mal loti au niveau de la qualité de service des opérateurs. Il y a des investissements énormes qui ont été faits. Et lorsque vous voyez un opérateur, parce que la licence 4G, ça coûte quand même 10 milliards de francs CFA. Lorsque vous voyez un opérateur payer sa licence 4G, ça veut dire que non, mais cet opérateur veut non seulement demeurer dans le pays, mais investir, parce que 4G, ça suppose aussi d'implémenter, on va dire, une nouvelle technologie. Donc, d'investir.
Lorsqu'il y a des problèmes de qualité de service, nous interpellons le régulateur. Et quand vous interpellez les régulateurs, vous interpellez également ces sociétés, mais oui. sur terrain. Si. Mais je crois qu'il y a même un numéro vert qui a été mis en place par l'agence de régulation, justement, pour permettre à ce que les clients oui. puissent, en cas de difficulté au niveau de la qualité de service, joindre l'agent de régulation qui fait son travail, et nous nous félicitons de ce que le travail qui est fait par l'agence. Le problème, vous savez, la grande question dans une économie libéralisée, c'est ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Et la demande. Plus vous avez d'offres, les prix vont baisser, la qualité va venir. Aujourd'hui, nous avons 2 opérateurs majeurs qui ont la même technologie, la 4G, je vous assure. Chacun se battra pour avoir une meilleure qualité, parce que si l'opérateur n'a pas une bonne qualité, les autres iront ailleurs. Aujourd'hui, on appelle du taux de pénétration de la téléphonie mobile dans notre pays. On est à pratiquement 104%. Donc, chaque Congolais a au moins minimum 2 téléphones. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix vont automatiquement baisser. Et nous avons constaté que les prix ont baissé. La qualité viendra. Mais la qualité, nous veillons parce que nous avons un gendarme dans le secteur, c'est l'agence de régulation qui est là. Merci. Et nous l'interpellons toujours lorsque nous recevons les associations de consommateurs qui se plaignent. On interpelle toujours l'agence pour que l'agence puisse jouer son rôle. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Léon-Juste Ibombo, d'avoir été de nôtres dans cette émission exclusive. Avec vous, on a essayé de parler des questions qui touchent à la marche de votre département. Mais avant de terminer, on va vous donner 1 minute. Vous allez regarder la caméra qui est derrière moi. Justement, vous adressez à ces populations sur toutes ces questions. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en définitive? Bon, en définitive, nous avons une feuille de route. La feuille de route, elle est déclinée, elle est très simple. Arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour matérialiser l'ambition du chef de l'État. Et nous pensons que nous travaillons sans désemparer pour matérialiser cela. Hier, nous avons ouvert le bureau de poste de Mosaka après 15 ans. À Mosaka, on ne pouvait pas faire des transferts d'argent à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, cela est possible. C'est-à-dire qu'un parent qui a son enfant qui est à Mosaka, quel que soit l'endroit là où il se trouve de la planète, peut aujourd'hui envoyer de l'argent, recevoir de l'argent de son parent ou de son enfant ou de sa famille qui est à Mosaka. C'est une avancée extraordinaire. C'est l'avancée du chef de l'État. Et de l'autre côté, pour briser ce qu'on appelle, pour mettre en place ce qu'on appelle l'inclusion au niveau de l'Internet, parce que on ne peut pas parler de l'économie numérique si on n'a pas l'Internet, si on n'a pas l'ordinateur. Nous avons mis ce qu'on appelle, nous mettons en place ce qu'on appelle des centres multimédia. Ces centres multimédia avec connexion haut débit pour permettre justement à ce que les jeunes, partout où ils se trouvent, à Brazzaville, à Ngo, à Abala, puissent accéder à cet outil majeur. Parce qu'avec l'Internet, avec l'ordinateur, on peut faire ce qu'on appelle non seulement les transactions électroniques, mais aussi le e-learning. Et plus encore ce qu'on appelle le e-santé. On n'est pas obligé de se déplacer pour soigner quelqu'un. À travers l'Internet, le médecin qui est par exemple à Brazzaville, celui qui est par exemple à Mosaka, peuvent converser. Celui qui a dit, bon, écoutez, mettez ceci, faites cela, faites... Voilà, c'est ça la révolution du numérique, c'est ça la révolution du digital. Et de l'autre côté, au niveau de la Sopeco, nous sommes en train de travailler pour diversifier l'offre de la Sopeco. Parce que le courrier traditionnel est mort partout. Donc, toutes les postes, le courrier traditionnel est mort. Le Congo est membre de l'Union postale universelle partout, même en France. En France, il y a la poste française s'est mutée en banque assurance. Et c'est la Caisse des dépôts et des consignations qui a apporté justement un certain capital pour faire muter cette transformation de la poste française. Mais nous, la poste congolaise, qu'est-ce qu'on fait? On doit s'arrimer. Voilà pourquoi est-ce que nous avons tissé des liens. Aujourd'hui, la poste congolaise a des liens, un partenaire avec la COFIDA, justement dans le cadre de l'inclusion numérique, pour les transferts financiers. A des liens avec MoneyGram, justement pour faire des transactions, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international. A des liens avec la NCIA pour faire en sorte qu'on puisse payer ce qu'on appelle les assurances, assurance scolaire, assurance automobile, avec la NCIA. Et nous sommes en train de travailler justement pour étendre ces liens, pour que la Poste puisse avoir ce qu'on appelle son autonomie. Parce qu'il s'agit non pas des produits de la Poste, mais des produits qui permettront à ce que la Poste, qui a un réseau étendu, puisse faciliter la vie des citoyens. Donc, à travers notre réseau postal qui est très étendu, nous allons continuer à faire ce travail d'ouvrir les bureaux de poste qui nous permettront d'avoir ce qu'on appelle des commissions. Lorsque vous avez plusieurs commissions, ces commissions feront que nous aurons l'autonomie et nous pourrions avoir
La subvention de l'État, elle est en gros de quoi? Par mois, elle vient combien, la subvention de l'État? De 20 millions. Mais 20 millions, lorsque vous avez 70 millions de charges que vous devez payer tous les mois, où est-ce que vous allez trouver le gap? Donc, l'ambition que nous avons, justement, c'est la feuille de route qui a été dictée par le président de la République. Et nous travaillons dans le cadre de l'économie numérique. Aujourd'hui, la base de l'économie numérique est bien implantée dans d'autres pays. Nous avons mis en place des procédés qui permettront à ce qu'on crée de la valeur ajoutée à travers le timbre fiscal, à travers le service universel, à travers le hub digital. Mais nous allons prendre des lois justement pour redonner le service universel postal, parce que c'est ça justement la matrice même de la poste. Donc ce que je peux dire, que nous soyons confiants, parce que l'ambition, lorsque vous avez une vision bien tracée, ben écoutez, c'est comme une route. Hein. Si une route elle est bien droite, écoutez, suivez la route, c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Léon Juste Ibombo. Merci à vous, très chers téléspectateurs. À qui le prochain tour? On le saura très prochainement. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.